Bien. Alors, bonjour les SVSTU. Ça fait plaisir de vous retrouver à travers cet enregistrement, à travers cette plateforme, pour essayer de vous aider à comprendre. Donc, le deuxième module de ce semestre, c'est évidemment le module de géodynamique externe. Alors, sur cette slide, j'ai laissé les deux noms des deux modules. Alors, exprès pour vous dire qu'il y a bien sûr une relation entre les deux dynamiques, que ce soit la dynamique interne du globe ou la dynamique externe du globe. Donc, il ne faut pas prendre les choses de manière quasiment indépendante. Non, les résultats de la géodynamique interne vont certainement avoir une influence sur les conséquences, sur les résultats de la géodynamique externe. Alors, ils ont en commun le fait qu'ils sont des événements naturels, des événements naturels qui affectent le globe terrestre. La géodynamique interne l'affecte dans sa partie interne et la géodynamique externe l'affecte dans sa partie externe. Alors, si on les met ensemble, voilà, sur cette planche-là, on a donc l'effet ou les relations de cause à effet qui existent entre la géodynamique interne et la géodynamique externe, soit à l'échelle, je dirais, de locale, voire à l'échelle de l'affleurement ou à l'échelle régionale. Alors, à l'échelle régionale, nous connaissons bien sûr la tectonique, le processus tectonique sous, je dirais, ce que nous avons fait dans le module numéro 1, c'est la tectonique des plaques. Alors, cette tectonique des plaques, bien sûr, entraîne des reliefs. Ces reliefs seront sous l'effet, bien sûr, de processus de surface, c'est-à-dire la géodynamique externe. Alors, ce qui se passe à grande échelle, on peut le retrouver également à petite échelle au niveau des contraintes tectoniques, soit sous forme de failles, soit sous forme de plis, soit sous forme de déformations encore plus poussées. Et cet ensemble, c'est-à-dire que le local, le régional, que ce soit la géodynamique externe ou la géodynamique interne, dépend essentiellement de la nature du matériel affecté. C'est-à-dire que les effets de la tectonique dépendront de la nature de la roche et les résultats justement de la géodynamique externe dépendront de la roche qui a été affectée. Alors, ce puzzle-là est représenté par cet assemblage de photos. Alors, sur la première, vous avez une longue de glace qui est en train d'avancer le long de cette pente. Elle est en train de strier d'une certaine façon les parois de cette vallée-là. Elle est en train de raboter le fond de cette vallée et on y reviendra certainement lorsque on va parler du mode d'érosion des roches ou les morphologies, les morphologies spécifiques à chaque type d'érosion. Nous avons ici une espèce de loupe, de langue de glissement qui vient de là. Là, c'est évidemment un glissement de terrain qui dépend bien sûr, entre autres, de la nature de la roche. C'est-à-dire que là, une roche très dure n'aurait pas pu subir aisément un tel déplacement en surface. Là, nous avons une forme de, je dirais, fluviatile, et on voit tout de suite que là, on a une forme spécifique justement à ce type d'érosion qui n'a rien à voir ni avec le cas numéro 1, ni avec le cas numéro 2. Alors, photo numéro 3. Alors, sur cette photo, on voit donc une route qui est, je dirais, affectée par une cassure ou un déplacement. Alors, c'est soit un glissement de terrain à cause de la nature de la roche, c'est soit une zone effondrée à cause d'une faille, ou bien à cause des deux. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours une relation très étroite entre la géodynamique externe et la géodynamique interne. Là, vous avez un appareil volcanique, ça c'est l'effet direct, je dirais, de la géodynamique interne. Et puis là, vous avez un enregistreur, vous avez un séismographe qui est en train d'enregistrer des vibrations, donc il est simplement en train d'enregistrer un séisme. Donc voilà la relation qui existe entre géodynamique interne d'une part et géodynamique externe d'autre part. Alors la géodynamique interne. La géodynamique interne, on peut la résumer sur ce petit bloc diagramme. C'est d'abord un mouvement de convection thermique qui affecte cette partie du globe, c'est ce qu'on appelle l'asténosphère, ce que nous avons vu dans le module précédent.
Alors, ces courants de convection entraînent donc cette partie de la lithosphère océanique dans leur sillage, qui va donc se déplacer jusqu'à atteindre une phase où elle aura à plonger soit, comme c'est le cas ici, sous une lithosphère continentale, ou bien, comme c'est le cas de l'autre côté, elle va plonger sous une autre lithosphère océanique. Alors, les deux zones de plongement, ce qu'on appelle des slabs, ce qu'on appelle des plans de subduction, et ces plans de subduction portent également le nom de plans de Watati-Benioff, les deux séismologues qui les ont mis, enfin, qui l'ont mis en évidence. Alors, dans ce cas-là, vous avez bien sûr dans la partie continentale la naissance d'un arc continental, et de l'autre côté, nous avons des reliefs un peu épars, c'est ce qu'on appelle un arc insulaire. Voilà, je dirais, le résumé du résumé justement de la géodynamique interne. Alors, cette dynamique ne peut pas se faire s'il n'y avait pas un moteur, une source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est évidemment la désintégration radioactive d'un certain nombre d'éléments chimiques qui existent dans le manteau supérieur. Alors maintenant, on va atteindre, on arrive au but de ce module, c'est évidemment la géodynamique externe. Alors là, c'est des phénomènes bien sûr naturels qui affectent l'extérieur de l'écorce terrestre, essentiellement dans deux parties bien distinctes, soit la partie atmosphérique, soit la partie hydrosphérique. Et ces phénomènes vont conduire à l'élaboration des reliefs. Alors, ces phénomènes sont bien sûr des manifestations physiques d'ordre météorologique. Et l'énergie nécessaire dans ce cas-là provient du rayonnement solaire et de la gravité. Alors, c'est essentiellement donc des agents météoriques qui vont entraîner ou qui sont à l'origine de la géodynamique externe dans son ensemble. Alors, avant d'aborder la géodynamique externe dans le sens, je dirais, processus sédimentaire, parce qu'on fait de la géologie, et là, ce qui va nous intéresser dans cette dynamique externe, qu'elle soit au niveau de l'atmosphère ou au niveau de l'atmosphère, c'est les processus qui vont conduire à la formation des roches sédimentaires. Mais avant de parler de ces processus, je voudrais vous rappeler un certain nombre, je dirais, de reliefs ou de formes de relief qui existent à la surface du globe. Alors, ces formes de relief, c'est le domaine de la géomorphologie. Alors, les formes que nous voyons à la surface du globe sont bien sûr le résultat d'un équilibre qui existe entre la géodynamique interne qui forme justement ces reliefs-là et la géodynamique externe qui est en train de les roder, de leur donner une forme. Il est en train de les sculpter, il est en train de les modeler. Alors, chaque relief est appelé modelé et chaque modelé dépend d'une forme d'érosion. Sur les photos de tout à l'heure, on avait vu la langue de glace qui va générer, bien sûr, une forme d'érosion spécifique à côté, bien sûr, du fleuve qui va générer une autre forme différente. Alors, nous avons ce modèle numérique de terrain de chez nous. C'est évidemment notre pays avec les altitudes qui le caractérisent. Alors là, vous avez l'échelle des altitudes. Alors, nous avons, je dirais en rouge-marron, des altitudes qui sont largement supérieures à 2000 mètres. Les couleurs un peu, je dirais un peu plus claires, c'est pour des altitudes inférieures à 2000 mètres. Au-delà de cette limite, bien sûr, on rentre dans le domaine marin, on rentre dans le domaine océanique, on rentre dans le domaine des je dirais de la bathymétrie. Alors, ces reliefs, vous avez bien sûr le relief le plus haut, c'est le Toubkal, qui pointe à plus de 4100 mètres. Alors, ces reliefs démarrent ici au niveau de des villes d'Agadir et de Souaira, et qui se prolongent vers l'est, Tigik, Bouarfa. Ils remontent tout au long de l'Afrique du Nord, et ils vont bien sûr plonger du côté des plages, je dirais, tunisiennes sur la Méditerranée. Alors, ces reliefs, c'est bien sûr le domaine du Haut-Atlas. Alors, à côté de ces reliefs, nous avons toujours dans le domaine atlasique un relief un peu, je dirais, moins élevé. C'est le domaine du Moyen Atlas, du côté de l'Hajm Azrou. Et puis là, nous avons le domaine de l'Anti-Atlas, où les altitudes dépassent également 2000 mètres.
Alors, il reste une bande dans la partie nord du Maroc, c'est la chaîne du Rif. C'est une chaîne qui présente également des reliefs, je dirais, supérieurs à 2000 mètres. Alors, entre ces deux chaînes de montagnes, nous avons bien sûr des reliefs beaucoup plus bas, et chaque relief est le résultat, bien sûr, d'une érosion spécifique. L'érosion que vous avez dans les altitudes supérieures à 2000 mètres ne sera pas identique à l'érosion qu'on va voir au niveau des pieds des reliefs, c'est-à-dire de l'ordre de 600-700 mètres, et ça ne va pas être pareil par rapport au relief qu'on va voir au voisinage du littoral. Alors, plusieurs types d'érosion existent, et on peut maintenant changer le terme, on peut dire plusieurs types de modelés existent. Alors, le modelé glaciaire est le résultat, bien sûr, de l'érosion provoquée par un glacier. Alors, vous avez l'image, elle est là. Vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la mer des glaces. C'est dans les Alpes françaises. C'est à la frontière entre la France et l'Italie. Vous avez donc cette langue de glace qui descend. Là, elle est très blanche, mais là, elle commence à perdre cette blancheur. Pourquoi? Parce que cette glace commence à fondre. En fait, là, c'est des débris de roches qui commencent à se déposer. L'agent de transport qui les a ramenés jusque-là n'existe plus. C'est évidemment la glace qui a fondu et qui est passée à l'état liquide. C'est devenu, bien sûr, de l'eau. Et cette glace, bien sûr, va nous donner un relief spécifique. C'est le modelé glaciaire. À côté de cela, vous avez un autre modelé différent. C'est le modelé fluvial. Vous avez cette courbure, c'est ce qu'on appelle un méandre. Et là, ces courbures donnent, enfin, elles sont liées au fait à une diminution de la vitesse d'écoulement. Et c'est pour ça que notre fleuve va prendre cet aspect en coude ou cet aspect méandril fort. Et ça, c'est un modelé fluvial. Nous avons également les modelés de versants. C'est les modelés qui existent dans les reliefs. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un modelé anthropique. C'est un modelé qui est lié à l'activité de l'homme. Alors, ce modelé anthropique correspond, par exemple, à ces terrasses-là, qui sont bien sûr fabriquées par l'homme, dans un but, je dirais, de subsistance. C'est des terrasses qui seront cultivées pour produire justement de la matière, enfin, des éléments qui vont servir à la population. Et c'est pour ça que l'homme également engendre justement une certaine façon des reliefs spécifiques. Alors, ces reliefs terrestres peuvent être regroupés comme suit. Vous avez d'abord les chaînes de montagnes. Alors, les montagnes, comme on les avait vues dans la géodynamique interne, sont la réponse à des mouvements de plaques lithosphériques. Ces mouvements de plaques lithosphériques sont essentiellement des mouvements convergents. Alors, l'ensemble de ces événements, depuis le développement des roches, depuis la création de prismes d'accrétion, depuis la convergence lithosphérique jusqu'au stade ultime de la collision qui caractérise les chaînes matures, tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle un orogène ou une orogenèse. Alors, l'orogenèse, c'est l'ensemble des processus qui aboutissent à la création d'une chaîne de montagnes mature. Alors, ces chaînes de montagnes, on peut, je dirais, les subdiviser en deux catégories. Vous avez les chaînes de montagnes dites jeunes et les chaînes de montagnes dites anciennes. Alors, une chaîne de montagnes jeune, elle a essentiellement 4 caractères. Alors, chaîne de montagne jeune, vous avez d'abord le sommet. Le sommet est un sommet qui est généralement pointu. Et vous avez ce qu'on appelle un versant abrupt, c'est-à-dire qui est presque, j'exagère un peu, mais il est presque vertical. Vous avez ensuite des vallées très encaissées. Et vous avez ce qu'on appelle une dénivellation. La dénivellation est très importante. La dénivellation, c'est la différence d'altitude qui existe entre le point le plus haut d'un relief et le point le plus bas du même relief. Caractéristique numéro 4, c'est des altitudes qui sont largement supérieures à 2000 mètres. Alors, ces 4 caractéristiques existent dans plusieurs chaînes de montagnes dans le monde. Parmi les exemples que nous avons la chaîne des Alpes, donc je dirais en France, et généralement dans l'Europe du Sud, même si le nom change. Vous avez l'Himalaya,
Vous avez la chaîne des Andes en Amérique du Sud, sur la côte pacifique. Et bien sûr, nous avons des exemples bien de chez nous. Vous avez le Haut Atlas et le Rif. Ce sont deux chaînes de montagnes qui font partie des chaînes de montagnes jeunes. Vous avez ici les sommets enneigés de l'Atlas et qui font largement des altitudes supérieures à 3000 mètres. Vous avez des dénivelés qui sont très importants. Vous avez je dirais des pentes qui sont relativement fortes. Le même schéma, on peut le retrouver dans le Rif. Le Rif est une chaîne de montagnes jeunes avec les mêmes caractéristiques que j'ai citées il y a un moment. Alors, je vais revenir dans un petit moment pour vous montrer des photos, je dirais, plus proches. Alors, on voit la une. C'est une photo prise, bien sûr, dans le Haut-Atlas. C'est une photo qui est destinée à notre cours. C'est le cours de géologie régionale. Mais je vous présente cette photo pour justement retrouver les formes de la chaîne de montagne qui nous intéresse, c'est-à-dire la chaîne de l'Atlas qui fait partie des chaînes qui sont jeunes. Alors là, on voit très bien un sommet pointeux. On voit très bien une pente très raide. D'accord ? On a aussi un dénivelé qui est très important. Et puis, nous avons, bien sûr, des altitudes qui sont largement supérieures à 2000 mètres. Voilà une photo de chaîne de montagne qui est très jeune. Alors, où se situent ces chaînes de montagne très jeunes? Alors, ces chaînes de montagne, comme on l'a vu dans la géodynamique interne, vous avez une chaîne de montagne en Amérique du Nord, c'est les montagnes rocheuses, qui sont sur la bordure ouest des États-Unis, côté Pacifique. Vous avez la chaîne des Andes qui occupe pratiquement la bordure ouest de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est des chaînes de montagnes à la frontière d'un continent océan. Vous avez de l'autre côté, parce que là, on est dans l'océan Pacifique, on va aller regarder le même océan, mais dans sa partie ouest. Vous avez ici le Japon, et là, vous avez les différentes îles du sud-est asiatique. Alors là, c'est des chaînes de montagnes qui sont justement, je dirais, à la frontière d'une plaque océanique et d'une autre plaque océanique. C'est une subduction océan-océan. Là, par contre, dans la côte est, dans la partie est de l'océan Pacifique, on assiste à une subduction océan continue. Alors, vous avez sur ce schéma-là comment se développe ce relief, comment se développe cette chaîne de montagnes jeunes. Nous avons donc un arc, c'est ce qu'on appelle un arc volcanique. Il porte le nom d'arc continental lorsqu'on est sur un continent et il porte le nom d'arc insulaire lorsqu'on est dans un océan, c'est-à-dire dans une zone de subduction océan-océan. Alors, voilà les deux premiers types de chaînes de montagnes jeunes qu'on voit actuellement à la surface du globe. On a aussi un troisième type qui est, je dirais, au milieu de masse continentale. Vous avez le meilleur exemple, c'est évidemment l'Himalaya. Il est entre la plaque, je dirais, eurasiatique et la sous-plaque indienne. Ce même relief se prolonge vers l'ouest, ici en Iran, là en Turquie, puis en Grèce, en Italie, en Autriche, la Suisse, la France, le sud de l'Espagne, le nord du Maroc. Tiens. On retrouve notre chaîne rifaine qui fait partie des chaînes de montagnes jeunes. Alors, ces chaînes de montagnes, bien sûr, correspondent au troisième type de chaîne de montagne, c'est la collision entre deux plaques continentales. Alors, c'est des chaînes matures, et vous voyez donc, c'est des sommets qui sont très hauts. Nous avons ici le toit du monde au niveau de l'Himalaya, qui fait plus de 8800 mètres, et dont le sommet, évidemment, c'est une roche calcaire. Nous avons un autre cas de chaîne de montagne, c'est le cas des chaînes carrément intracontinentales, c'est la chaîne du Haut-Atlas. Alors là, ce n'est pas le type de chaîne de montagne qui nous intéresse, c'est simplement la répartition des chaînes de montagne jeunes à la surface du globe. Alors les chaînes de chez nous, jeunes, nous avons d'abord la chaîne du Haut-Atlas, la voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle démarre ici au niveau de la ville d'Agadir. Au nord, c'est la ville Souaira et c'est une bande relativement étroite
qui occupe pratiquement toute l'Afrique du Nord. Elle n'est pas spécifique au Maroc et qui s'arrête pratiquement ici, à l'est, enfin au sud de la ville de Tunis. Nous avons également l'autre chaîne de montagnes relativement jeune, c'est celle qui occupe le nord du Maroc, c'est la chaîne du Rif. Alors, un autre élément, les chaînes de montagnes jeunes à la surface du globe, on les appelle les chaînes alpines. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Pourquoi on leur donne pratiquement le même nom? C'est parce que c'est des chaînes de montagnes qui ont commencé à se former il y a 65 millions d'années. Alors, on se met d'accord sur ce chiffre de 65 millions d'années. Les 65 millions d'années, c'est le mouvement de surrection, le mouvement de remontée vers le haut, c'est le début de la création du relief. Ça n'a rien à voir avec l'âge des terrains qui commencent à être mis en relief. Les terrains peuvent avoir un âge relativement plus ancien. Alors, voici une photo du Haut Atlas. Donc là, on essaye de le traverser. Je vous ai dit, c'est une bande assez étroite, mais qui occupe pratiquement toute l'Afrique du Nord. Donc, vous avez là un sommet, vous en avez un autre à côté. Donc, c'est des sommets qui sont relativement hauts, pointus, traces de neige, une pente très raide, dénivelé très important et un âge relativement récent. Maintenant, je voudrais vous parler du deuxième type de chaîne de montagne, c'est les chaînes de montagne anciennes. Alors, généralement, ça c'est le terme de géologue, c'est ce qu'on appelle les massifs anciens. Alors, ces massifs anciens sont des montagnes qui ont été formées initialement, et là le terme initialement a toute son importance, au cours de l'ère primaire au moins. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de montagnes qui ont été formées, bien sûr, à des périodes beaucoup plus anciennes. Alors, l'ère primaire, vous l'avez ici, c'est entre 570 et 245 millions d'années. Il y a même, je dirais, deux chaînes de montagnes qui se sont formées au cours de l'ère primaire. Vous avez d'abord la chaîne à peu près à 300 millions d'années, c'est la chaîne hercynienne. Et puis, vous avez la chaîne calédonienne qui s'est formée au cours du primaire inférieur, paléozoïque inférieur, aux environs de 440 millions d'années. Alors, ce qui est important à noter, c'est des caractéristiques, bien sûr, morphologiques. N'oubliez pas, on est en train de parler d'un modèle d'érosion, d'un modelé d'érosion. Alors, ce qui caractérise ici les chaînes de montagne, c'est évidemment anciennes, c'est évidemment leur âge. Ils sont beaucoup plus vieilles que les chaînes de 65 millions d'années. Ce qui fait donc que les effets de la géodynamique externe se sont appliqués à ces reliefs pendant une période beaucoup plus grande. Les conséquences, c'est d'abord un sommet arrondi. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la chaîne de montagne jeune, j'ai dit que c'est des reliefs qui sont relativement jeunes. Voilà. Et ils ont donc un sommet relativement pointu. Je vais revenir rapidement à ça. Alors, sommet arrondi par opposition au sommet pointu, altitude inférieure à 2000 par opposition à des altitudes largement supérieures à 2000, des pentes relativement douces, des vallées très larges et des dénivelés, c'est-à-dire la différence entre le sommet et la base est relativement modeste. Alors, dans le monde, vous avez bien sûr le massif central français, vous avez la chaîne de l'Oural, c'est en Russie, en fait, c'est géographiquement parlant, c'est la frontière entre la Russie asiatique et la Russie européenne. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes également très ancienne qui existe dans l'est des États-Unis. Et comme le Maroc n'est pas en manque, nous avons aussi notre exemple, c'est les Jbilettes. Alors, les Jbilettes, peut-on trouver un nom meilleur? Les Jbilettes, c'est un terme de chez nous qui indique bien sûr petite montagne. Lorsque vous prenez l'autoroute pour aller de Casablanca à Marrakech, vous traversez ces reliefs-là, on voit tout de suite la forme. C'est des formes relativement, je dirais, arrondies. La pente est relativement douce et la différence d'altitude entre le sommet et la base
est une différence qui est relativement modeste. C'est ce qu'on appelle un dénivelé qui est relativement faible. D'ailleurs, c'est mentionné sur le panneau, site géologique, c'est des choses, enfin, c'est des, je dirais, c'est des phénomènes géologiques qui se sont passés dans les Jvillettes sont des cas d'école, c'est-à-dire que c'est des zones qui sont très intéressantes à étudier du point de vue géologique. Alors, du moment qu'il y a une autoroute qui passe dedans, ça prouve que c'est des reliefs qui ne sont pas très hauts, qui sont faciles à traverser. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire du jeune avec de l'ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans les chaînes de montagne relativement jeunes, on n'est pas obligé de retrouver justement des terrains à 65 millions d'années. Là, dans le cas du massif ancien du Haut-Atlas, nous avons des terrains qui sont bien sûr à 500 millions d'années, à 400 millions d'années. Il y a des terrains précambriens. Il y a même des terrains, je dirais, à 2 milliards d'années. Alors, ces terrains-là, bien sûr, ont été déformés il y a 65 millions d'années. C'est-à-dire, il y a 65 millions d'années, ils étaient bien sûr dans la partie profonde. Et là, c'est la déformation qui les a remontés, mais c'est une déformation qui date de moins 65 millions d'années. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faudra faire attention lorsqu'on s'intéresse justement à ces problèmes de chaînes de montagne jeunes, mais l'âge des terrains qui est relativement ancien.